Dans cette vidéo, nous allons couvrir l'essentiel de la méthode du diagramme de corps libre, DCL ou FBD en anglais. Donc le but ultime du DCL est de pouvoir identifier et représenter les forces externes, et non pas les forces internes, qui s'appliquent sur un système mécanique. Il faut garder à l'esprit qu'un bon DCL est la clé d'une bonne compréhension et d'une bonne modélisation de la mécanique d'un système, que ce soit en statique ou en dynamique. Afin d'illustrer ce concept, nous allons choisir une situation de la vie de tous les jours comme une course de brouette. La première étape d'analyse d'une situation de la vie réelle comme ça est de séparer les différents corps rigides en interaction et de considérer les systèmes pertinents pour la résolution d'un problème, que ce soit en statique ou en dynamique. Donc dans notre cas, considérons que nous avons deux systèmes de corps rigides qui vont être A, comme l'athlète, et B comme brouette, ici en vert. Donc la première étape pour faire un DCL est de bien définir un référentiel N, qu'on va identifier comme le sol ici, ainsi qu'un système de coordonnées Nx, Ny, Nz. Donc dans notre cas, on supposera que tous les mouvements sont situés dans le plan Nx et Ny, de telle sorte que le problème peut se réduire en deux dimensions. Donc débutons avec l'analyse du système A. Comme je vous le disais, le but est de déterminer les forces externes qui vont s'appliquer sur le corps A. Donc la première force distante qui s'applique sur chaque corps terrestre est la force de gravité, FGA, qui est orientée suivant moins NY et dont le point d'application est le centre de masse du système qu'on identifie par ACM. Donc ici, notre athlète est très intelligent, fait que son centre de gravité est situé dans sa tête. Ensuite, nous allons identifier les forces de contact avec son environnement. Donc pour cela, il suffit d'identifier les points de contact avec les autres objets autour. Donc on les nomme AN pour le contact entre le corps A et le référentiel, le sol, et AB pour le contact avec le corps B. On doit noter que les points AN et AB ne sont pas des uniques, car un contact est toujours distribué sur une certaine surface. Mais on a la liberté de choisir un des points de contact comme ça nous arrange. Et pour chacun des points de contact, nous allons identifier quelles forces et quels moments vont s'appliquer à ce point. Donc débutons avec l'analyse au point AN. Donc l'idée est de supposer que tout ce qui entoure le système A est immobile et on regarde quel mouvement notre athlète peut effectuer à proximité de ce point de contact. Donc on va regarder cela en translation et en rotation. Donc les questions à se poser sont savoir, est-ce que notre athlète va pouvoir se déplacer? Est-ce qu'il peut décoller et aller vers le haut? La réponse est oui, il n'y a rien qui l'empêche. C'est pas évident, mais il n'y a rien qui l'empêche. Ensuite, est-ce qu'il peut se déplacer vers le bas? Non, car le sol l'en empêche. Il y a donc une contrainte exercée par le sol qui empêche notre athlète de rentrer sous terre. Donc il y a une force qui s'oppose à ce qui rentre sous terre. Donc on appelle ça une force de réaction. C'est la force exercée par le sol sur l'athlète et qui va être appliquée suivant la verticale, donc suivant NY. De la même manière, est-ce que l'athlète peut se translater vers la droite? La réponse est oui, mais le sable va commencer à frotter et à le ralentir. Est-ce que vers la gauche, il peut se déplacer? Oui, mais encore une fois, le sable va frotter et s'opposer à cette direction-là. Donc il existe donc ce qu'on appelle une force de friction, qu'on va noter F pour friction, qui s'applique sur le corps A, et qui s'applique entre le sable et le pied, et qui va dépendre du type de contact. Ici, on a une semelle sur du sable. Donc afin de savoir dans quelle direction celle-là va s'exercer, il suffit de regarder le sens de déplacement de l'objet, car la force de friction va toujours s'opposer au sens de déplacement de l'objet. Ici, le pied a tendance à partir vers l'arrière quand l'athlète court. On regarde localement quelle est la direction de l'objet qu'on regarde. Donc dans ce cas, la force de friction, ça va s'opposer au mouvement de la jambe qui part vers l'arrière, et donc la force de friction va aller vers l'avant. Donc on parle dans ce cas-là d'une force de propulsion, parce qu'en fait c'est une force de réaction du sol qui fait suite à un mouvement de propulsion de notre athlète. Donc on peut dire soit friction ou propulsion. Donc celle-ci est suivant plus Nx. Donc on va regarder maintenant s'il peut effectuer des mouvements de rotation autour du point AN. La réponse est oui, car la pointe du pied peut tourner facilement autour du point AN sans avoir de contrainte. Donc dans ce cas, il n'y a pas de moment de réaction. Il y a juste des forces de réaction. Donc réalisons la même analyse au point AB. Ici, l'athlète est complètement attaché à la brouette, s'il la tient très très fermement.
Donc il est donc impossible pour lui de se déplacer dans aucune direction si on considère que la brouette est figée. Dans ce cas, la force de réaction est située dans le plan Nx et Ny, et on peut la représenter par deux composantes, F1 et F2, qui peuvent être orientées un petit peu n'importe comment, tant que c'est dans deux directions perpendiculaires. On aurait pu aussi représenter uniquement une seule force, un seul vecteur avec une orientation quelconque. Donc après c'est un choix, les deux sont acceptables. On aurait pu aussi les orienter suivant Nx et Ny. Donc toutes ces solutions-là sont correctes. Donc si la brouette est figée, aucune rotation n'est également permise autour de AB tant que notre athlète le tient très fermement. Donc il existe quelque chose qui empêche la rotation autour du point AB. Donc on va appeler ce quelque chose un moment de réaction au point AB qu'on va représenter par un couple qu'on va nommer MAB. Donc ici au point AB, on a deux forces de réaction et un moment de réaction. Et l'ensemble des forces distantes, des forces de réaction et des moments de réaction forment le DCL du corps A. Donc on va réaliser maintenant la même opération sur le système B, qui va être notre brouette. Et encore une fois, il s'agit d'identifier et de représenter l'ensemble des forces distantes, comme les forces de gravité, et les forces et les moments de réaction des objets en contact. Donc encore une fois, il suffit pour cela de déterminer les points de contact avec les objets environnants. Ici, c'est BN et BA, pardon. Et on va déterminer les forces et les moments de réaction qui s'exercent à ces points de contact-là. Donc on va regarder en premier ce qui se passe au point BN. Afin de savoir si des forces ou des moments de réaction s'exercent à ce point, il suffit de figer tous les objets environnants. Ici, on fige le sol. Et on va voir si le système d'intérêt, ici la brouette, peut effectuer un mouvement de translation ou de rotation. Dans notre cas, est-ce que la brouette peut se translater vers le haut? Oui, pas de problème, elle peut s'envoler. C'est difficile, mais elle peut. Est-ce que la brouette peut se translater vers le bas? Non, le sol l'en empêche, elle ne peut pas traverser le sol. Il y a donc une force qui empêche la brouette de traverser le sol, et c'est une force de réaction verticale qui va être orientée suivant plus Ny. Ensuite, est-ce que la brouette peut se translater vers la gauche ou vers la droite? Oui, mais dans les deux cas, il va y avoir du frottement de la part du sol, ça va accrocher. Il existe donc une force de friction qui s'oppose au mouvement de la brouette. Et dans notre cas présent, si la brouette avance, donc si la brouette bouge vers plus Ny, la force de friction va toujours s'opposer au mouvement de la brouette. Et donc la force de friction, FF du corps B, va s'opposer, va être orientée suivant moins Nx. Ensuite, est-ce que la roue peut effectuer une rotation autour de l'axe NZ? Oui, pas de problème. Donc il n'y a pas de moment de réaction car le mouvement de rotation n'est pas contraint. Pour ce qui est du contact au point BA, la troisième loi de Newton nous dit que toutes les forces et tous les moments de réaction en BA sont de sens contraire à ceux au point AB appartenant au corps A. Donc ça nous permet facilement d'obtenir le DCL pour le corps B. Et si maintenant on considérait le système formé des corps A et B ensemble, à quoi ressemblerait le DCL? Eh bien, c'est pas compliqué, ce serait assez similaire à celui de A et B pris séparément, sauf que dans ce cas, on ne doit pas représenter les forces internes, car elles s'annulent de toute façon, et on représente uniquement les forces distantes et les forces et moments de réaction avec les objets environnants. Donc si on prend un système mécanique formé de A et B, on va isoler ce système mécanique de son environnement et on va regarder avec quoi il est en contact. Ici, il est en contact uniquement avec le sol et donc on va juste garder les forces de réaction et les forces de friction au point AN, au point BN. Et voilà le DCL final.